Hey, donc bonjour tout le monde. Donc dans la dernière vidéo, je vous avais un petit peu expliqué les fondamentaux des adresses IP. On avait vu la commande ifconfig donc et euh, et on avait un système de coloration voilà qui nous permettait de récupérer les IP et de les colorier en rouge. Alors je vous ai un peu expliqué d'une manière générale comment fonctionnaient les adresses IP et comment récupérer une adresse IP. Maintenant, je vais vous donner un peu plus de détails donc. Et au fur et à mesure des vidéos, je vais vous donner de plus en plus de détails qui vont vous révéler de nouvelles choses. En tout cas, là, on va s'intéresser au masque, aussi appelé masque de sous-réseau. Alors, en fait, le masque, donc on va bien s'intéresser bien évidemment à WLAN, et ici vous avez un masque 255.255.255.0. Alors, en fait, le masque de sous-réseau, son objectif, c'est d'identifier dans une adresse IP la partie qui correspond au nom du réseau et la partie qui correspond au nom de l'hôte. En fait, lorsque vous avez une adresse IP de ce type-là, une partie de cette adresse IP est destinée à représenter le réseau et une autre partie est représentée pour identifier le numéro de l'hôte. Alors je vais m'expliquer dans un exemple. Euh, on va garder pour l'instant un masque très simple et le plus commun, c'est celui-là. 255.255.255.0. Alors, dans un masque, je vais prendre un exemple. Je vais récupérer ça. Et donc, dans un masque de sous-réseau, vous avez que des. Dans un masque de réseau simple, pour l'instant, on va rester dans la simplicité, il n'y a que des 0 ou des 255. Et plus précisément, un certain nombre de 255, puis un certain nombre de 0 à la suite. C'est-à-dire que 0.0.255.255 n'est pas un masque valide. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait des 255 d'abord, et ensuite des 0. Par exemple, le masque, celui-là, n'est pas valide non plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une alternance de 255 et de 0. Ok? Donc ce n'est pas valide non plus. 255.0, pardon, .0.0.0, ceci est un masque valide. Et celui qu'on utilise le plus souvent dans les réseaux locaux, c'est celui-ci. 255, 255, 255, 0. Et c'est probablement celui que vous allez voir dans le vôtre, tout simplement. Donc ces deux-là ne sont pas valides, je les supprime. Voilà. Donc, et on parle bien évidemment de sous-réseau, car on suppose que ce réseau local que vous avez est relié à un autre réseau qui est plus grand, comme Internet par exemple. Votre réseau local, donc qui est situé chez vous, est donc un sous-réseau d'Internet. Donc voilà, donc on va retourner sur, comme je l'ai dit, le masque de sous-réseau le plus répandu pour un réseau local, 255.255.255.0, et je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. En fait, quand vous voyez un 255, ça veut dire que l'emplacement correspondant dans l'adresse IP identifie le réseau. Quand vous voyez un 0, c'est que l'emplacement correspondant dans l'adresse IP identifie l'hôte. Alors, je vais revenir sur cet exemple. On avait vu que notre adresse IP c'était 192.168.1.38. On va la noter. Donc, je vais y arriver. 192.168.1.38. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 192 est relié à ce 255. 168 est relié à ce 255. Ce 1 est relié au 255 et le 38 est relié au 0. Voilà. Donc vous avez une adresse IP et son masque. En fait, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les 255 disent tout simplement que 192 correspond au nom du réseau. Ici, vous voyez un autre 255, ça veut dire que 168 correspond également au nom du réseau. Ici, vous avez encore un 255, donc ça veut dire que 1 fait également partie du nom du réseau. Et ensuite, vous avez un 0, ce qui veut dire que c'est l'identifiant de l'hôte. Et donc ici, vous avez 38. Donc en fait, ça veut dire que 192.168.1, où les trois premiers nombres de l'adresse IP, représentent le nom du sous-réseau. D'accord? Et 38 correspond tout simplement à l'identifiant de la machine connectée au réseau. Et c'est très facile, c'est point 1 le routeur, point 2 la première machine à se connecter, point 3, etc. Par exemple. C'est bien évidemment un exemple. D'accord? Donc, et pourquoi c'est important d'identifier dans une adresse IP la partie qui est responsable pour le réseau et la partie qui est responsable pour l'hôte?
Tout simplement parce qu'une machine ne peut pas communiquer directement, enfin, elle ne peut ne communiquer directement avec une autre que si ces deux machines sont sur le même sous-réseau. Et avec une adresse IP et son masque associé, on peut très rapidement savoir si c'est le cas ou pas. C'est-à-dire si le masque de sous-réseau est 255.255.255 réseau 0, pardon, une machine qui a l'adresse IP 87.106, donc on va changer l'adresse IP, on va supposer un réseau 87.106.1.56 par exemple, et l'adresse 106.1, je sais pas, 122, voilà. En utilisant ce masque de sous-réseau, vous comprenez bien que les deux machines que j'ai notées ici, les deux IP sont sur le même sous-réseau. D'accord? Bien évidemment, du moment que vous récupérez 87.106.1 et que vous rajoutez quelque chose après, voilà, cette machine est sur le même sous-réseau, cette machine est sur le même sous-réseau, etc. D'accord? Rien de très compliqué. Et vous remarquez que si ici je change par un 2, par exemple, que cette machine-là ne sera pas sur le même sous-réseau. Ok? Donc, c'est pour ça que maintenant, en gros, vous savez pourquoi il est indispensable aussi d'avoir le masque de sous-réseau en combinaison avec l'adresse IP. Car il peut y avoir une grosse différence entre une adresse IP identique qui correspond à un masque de sous-réseau différent. Je m'explique. Si vous faites 192.168.1.10, je sais pas, et que le masque de sous-réseau est différent, et 255.255.0, ça veut dire que la machine 192.168.50.50 sera sur le même sous-réseau. D'accord? Donc, très important de noter. Donc, on va faire un petit peu de pratique, allez. Et je vais vous donner donc une nouvelle commande. Une autre commande qui est fondamentale dans les réseaux, et dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est la commande ping. P-I-N-G. Alors, sans rentrer dans les détails, pour l'instant, on va dire que c'est tout simplement un morceau d'information qui sera envoyé sur le réseau vers la destination donnée. Et la destination, il faut bien évidemment la donner. Okay. Ensuite, si ce morceau d'information est reçu par la machine distante, elle est censée renvoyer un message pour dire qu'elle a bien reçu le premier message. Voilà. Donc, ping pourrait être une référence au ping-pong. Voilà, j'envoie la balle et j'attends qu'elle revienne. Si elle revient, c'est qu'il y a bien quelqu'un en face de moi, quoi. Ça veut dire que je ne joue pas tout seul. Donc, ping est donc le moyen le plus fondamental, tout simplement, pour diagnostiquer si une machine est joignable sur le réseau. Donc on va tester ping tout simplement pour envoyer un message à notre routeur. Alors l'adresse de notre routeur c'est 192.168.1.1. Ok. Et on va voir ce qui se passe. Donc sur Linux, la commande ping par défaut ne s'arrête jamais. Donc vous pouvez l'arrêter manuellement avec un CTRL C par exemple, ou donner à la commande ping un argument. Ici je vais mettre -C2 pour qu'il n'envoie que tout simplement que deux fois. Voilà. Il envoie une fois, puis deux fois. Voilà. Alors, le plus important dans un ping, c'est bien évidemment de voir s'il y a une réponse. Vous voyez, 2 transmis, 2 reçus. Ça veut dire que tout s'est bien passé, d'une certaine manière. Et ce qui est important aussi, c'est le temps. Ici, vous voyez le temps que l'information a mis pour... Le temps que votre système a attendu pour recevoir une réponse. Ok? Donc, ça vous permet donc de mesurer la vitesse de cet échange sur le réseau. Bien évidemment, de vérifier s'il y a eu un échange. Ensuite, vous pouvez vérifier la vitesse de cet échange, comme je l'ai dit. Mais vous pouvez aussi tester la fiabilité du réseau en analysant tout simplement si certains morceaux ont été perdus. Ici, vous voyez. Pourcentage perdu. Ici, 2 sur 2, tout simplement. Si vous laissez le programme tourner pendant longtemps, vous aurez peut-être des pertes. Et ça voudra dire que votre réseau n'est peut-être pas fiable, tout simplement. Ok. Donc, en tout cas ici, la machine, elle me répond. C'est donc, bien évidemment, que j'arrive à rentrer en contact avec elle.
On va tenter avec une autre adresse, par exemple. On va mettre 192.168.1.2. Ici, vous voyez 2 paquets transmis, 0 reçu. Alors j'aborderai les notions de paquets plus tard. Hein. Mais donc ici, vous voyez qu'il y a un problème. C'est que l'ordinateur n'est tout simplement pas accessible. Attention, s'il n'y a pas de réponse, ça ne veut pas dire que la machine n'existe pas. Car cette machine pourrait être programmée tout simplement pour ne pas répondre à la commande ping. D'accord? Donc, ce n'est pas obligatoire que cette machine n'existe pas. Si vous avez une réponse, c'est que cette machine existe. Si vous n'en avez pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. D'accord? J'espère que tout le monde a compris la logique. On va par exemple tenter de pinguer maintenant 127.0.0.1, dont je vous avais parlé dans la vidéo d'avant, voir si je suis joignable par moi-même. Et bien évidemment, je vais envoyer que 2 paquets. Voilà. Et vraisemblablement, je suis joignable par moi-même. Et ici, on peut noter la rapidité avec laquelle j'arrive à rentrer en contact avec moi-même. Ici, vous voyez 0,02 millisecondes. Et alors que si je regardais ma connexion avec le routeur, c'est entre 0,5 et 2 millisecondes. Donc vous voyez, c'est évidemment plus long de communiquer avec une machine de son sous-réseau qu'avec soi-même. D'accord? Ok. Donc vous voyez ici que c'est bien évidemment une machine locale. Ok. Donc maintenant, on va retourner un petit peu à la théorie. En fait, pour nous, les êtres humains, c'est assez difficile de retenir une suite de nombres, comme les adresses IP par exemple. Tout le monde utilise Internet, mais personne ne mémorise des adresses IP. Pourquoi? C'est parce que pour nous, c'est plus facile de mémoriser des mots ou des phrases ou des systèmes de référence plutôt associés aux lettres qu'aux chiffres. C'est pourquoi on a créé un système pour relier les adresses IP à quelque chose de plus facile à retenir. Ce système s'appelle DNS. DNS, donc pour l'abréviation de Domain Name System. En fait, c'est un système qui permet donc de relier une adresse IP à quelque chose de plus facile à retenir. Donc un nom de domaine par exemple pourrait être google.fr. Voilà. On va tenter de pinguer ce nom de domaine, puisque maintenant on a un nouveau verbe. Pinguer. Ok. Donc pinguer google.fr, voir ce qui se passe. Ici vous voyez, tout se passe à merveille, pourtant je ne lui ai pas donné d'adresse IP. Parce que, grâce à DNS, alors bien sûr je ne vais pas rentrer dans les détails sur les serveurs DNS maintenant, mais il faut bien se rendre compte que utiliser des chaînes de caractères comme des noms de domaine par exemple est possible et que la traduction se fait en adresse IP. D'accord? Donc, ici, DNS va transformer google.fr en 74.125.230.216. On peut donc se rendre compte que c'est encore plus long de rentrer en contact avec Google qu'avec son routeur. Ici, vous voyez 60 millisecondes. Et pour rentrer en contact avec le routeur, je vais le refaire. 192.168.1.1. Ici, vous voyez qu'il me faut que 1 milliseconde. Entre 1,5 et 2 millisecondes. Et 60 pour accéder à google.fr. Ok, donc vous voyez un petit peu l'échelle de valeur. Plus l'information va loin, plus le temps passe, tout simplement. C'est-à-dire que si vous allez juste, si l'information reste sur votre machine, c'est de l'ordre de 0,02 millisecondes. 1,5 millisecondes pour aller jusqu'au routeur et revenir. Et 60 millisecondes pour aller jusqu'au serveur de google.fr et revenir. Ok? Donc on va récupérer cette adresse IP 74.125.230.216 et on va la mettre dans notre navigateur et on va voir un peu ce qui se passe. Je vais tout simplement mettre l'adresse IP ici en haut. Et ici vous vous rendez compte que finalement je suis sur google.fr.
En fait, voilà, il faut bien comprendre qu'il s'agit de la même chose. Bien évidemment, il y a d'autres détails dont je ne parlerai pas maintenant. Mais en gros, voilà, là, cette association entre DNS et l'adresse IP. Donc, en fait, par exemple, pour revenir sur 127.0.0.1, on peut aussi faire référence avec l'appellation localhost, qui s'écrit de cette manière-là. En fait, ici, vous avez bien compris que ça, c'est ça. Et en fait, je vous ai dit que 127.0.0.1, ça, en fait, vous pouvez le remplacer par localhost. On va tester ça, localhost, et je vais faire un ping localhost. Et ici, vous voyez que c'est bien 127.0.0.1 et que le temps d'accès est infime. Voilà, donc vous pouvez utiliser localhost pour remplacer 127.0.0.1. Donc, ben voilà, c'était Björnulf. Donc j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, ciao.